Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous êtes en direct sur Clin d'œil Télévision. C'est pour vous faire découvrir cette belle journée à la Bourse du Travail avec l'association qui organise une très grande journée à la Bourse du Travail pour le deuxième sommet de la diaspora haïtienne. Je vais vous faire découvrir ce grand événement organisé par un groupe d'associations. Déjà, comme vous pouvez le constater, c'est un événement qui se déroule sur 2 jours. Il y a déjà beaucoup d'invités, beaucoup d'artistes qui sont là. C'est la 2e édition, donc il y a une première. Comme on dit, on ne change pas une équipe qui gagne. Donc on a vu qu'au départ, il y a eu tout un enthousiasme pour lancer cette opération en 2014. On a tenté de lancer la 2e édition en 2015, mais étant donné qu'en Haïti, il y a eu des élections, et les gens étaient beaucoup plus focus sur ce qui se passe en Haïti, alors que c'était pas du tout facile. Et ensuite, il y avait des incertitudes sur la réalisation concrète de ces élections. Et bien finalement, on l'a laissé et maintenant, on a repris le flambeau et avec d'autres associations comme la PAFA, avec la présidente qui est ici avec nous, elle a été enchantée de faire partie de cette équipe pour moi lancer cette opération dans la communauté. D'ailleurs, comme je dis, quand on regarde bien en globalité sur la diaspora haïtienne de partout, il n'y a pas de sommet qui se réalise en ce temps. Donc c'est ici à Paris qu'on lance encore, alors que je crois que le dernier sommet je crois que c'est nous qui avons organisé le dernier sommet en 2014. C'est-à-dire depuis 2014, on a vu des symposiums, on a vu des débats sur la politique qui se réalisent un peu partout, mais quand on se dit tout simplement, est-ce qu'il ne faut pas poser les questions qui fâchent, à savoir l'intégration totale de la diaspora, eh bien on essaie de mettre ça de côté parce qu'aujourd'hui, on sait bien, chacun essaie de trouver une place et peu importe la situation, il suffit tout simplement de trouver son compte. Mais nous autres, on s'est dit, c'est pas possible, on est une diaspora, on est une communauté, il suffit de se mettre ensemble, de se mettre d'accord sur les procédures, eh bien pourquoi pas, on peut faire une équipe qui gagne. Donc je pense que c'est ainsi qu'on a pu se mettre ensemble, se mettre d'accord sur l'organisation, même l'organigramme du comité qui réalise cet événement. Eh bien, comme vous réalisez là, eh bien, on a juste l'eau, on a la PAFA, on a aussi plateforme, on a Félix Partenaire, on a aussi Café Lacaille, ACPE, AIEDA, eh bien, tant d'autres associations, et sans compter des personnes qui donnent de eux-mêmes de leur temps, etc., pour faire avancer les choses. Bon, en gros, c'était pas si difficile que ça, mais peut-être côté financier un peu dur, parce qu'il a fallu se débourser pour réaliser tout ça, mais il y avait de la volonté et on compte surtout sur ça, parce que sans la volonté, on n'y va nulle part. On va continuer avec Madame la Présidente, mais juste avant, il y a la blogueuse, voilà, journaliste RSI. J'ai une question à vous poser, étant donné que vous êtes là pour sonder. Comment vous trouvez, est-ce qu'il y a beaucoup de monde aujourd'hui ici qui commence, parce que ça vient de commencer? Alors vous m'avez réservé la question la plus difficile. Comme le disait très justement Edwin, en fait je pense que c'est tout événement qui démarre, ça prend du temps à démarrer. Et on sait que notre communauté a quelques difficultés en termes d'organisation, mais surtout de rassemblement. Donc je pense que ça peut expliquer le fait qu'il n'y ait pas le monde escompté pour l'instant. On espère bien évidemment que ce soir il y aura beaucoup plus de monde. Et surtout en fait ce qu'on veut montrer, c'est surtout un message. Le fait que déjà les Haïtiens de toute génération, parce que moi, Edwin, c'est quelqu'un que j'ai rencontré, mais on n'est pas de la même génération. Et il fait très jeune, mais vous le remarquerez peut-être. Mais c'est un plaisir de participer, de travailler avec eux. Donc voilà, c'est vraiment un message qu'on veut lancer à beaucoup de personnes. Les Haïtiens peuvent travailler ensemble. Et puis, on espère que tout va bien se passer. D'accord, c'est très bien. On va continuer avec la présidente, ok, alors qui est présidente de la PAFA, une grande plateforme associative. Oui, grande dame, je vous remercie, très flattée très flattée, bon, bien que ce soit pas vraiment le cas. Alors, comment j'ai rencontré Edwin? Edwin, c'est également aussi, AIEDA est membre de la PAFA, la plateforme que vous connaissez. Alex Castor, qui est aussi membre de la CPE, donc toute organisation qui sont membres de la PAFA, nous sommes là, nous les accompagnons. Et donc, c'est dans ce cadre-là que nous sommes ici, la PAFA est là, pour accompagner nos associations membres et pour faire avancer les choses. Donc, nous avons pu avoir un atelier
avec Candy Caprice, qui est un jeune, hein, qui a pu présenter quelque chose sur le climat et la jeunesse. Bon, je pense que le public était quand même satisfait, comme l'a dit Lou. C'est bien aussi de montrer qu'il y a toutes les générations qui se rencontrent autour de cet événement, qui est le sommet. Et on a voulu montrer quand même que les jeunes, c'est une façon aussi de les impliquer dans ce qui se passe. Hein. Voilà. Donc voilà. C'est très bien, c'est vrai, tout ça. Mais étant donné que vous êtes la présidente de la PAFA, qu'est-ce qui vous motive à continuer à faire vivre la PAFA? Parce qu'on vous voit à travers plusieurs événements, parce qu'il y a beaucoup de gens qui commencent, qui lâchent, mais vous vous continuez. Qu'est-ce qui vous motive? Alors, c'est la grande question. Donc, qu'est-ce qui nous motive? Qu'est-ce que la PAFA? La PAFA, comme beaucoup le disent, c'est la plateforme de toutes les associations haïtiennes. Donc, l'association, la PAFA n'a pas cette vocation d'être la présidente de toutes les associations. Elle est là pour les associations qui le veulent. Nous lançons cet appel à toutes les associations qui veulent nous intégrer, mais nous ne pouvons pas on peut pas prétendre être la plateforme de toutes les associations haïtiennes de France. Donc, ça, il faut le dire. Nous avons des associations membres. Nous avons, en gros, amis et membres. Nous avons une 50aine. Et nous lançons encore cet appel parce que nous avons quand même nos événements. Le dernier événement qu'on a fait pour la communauté, c'était la journée portes ouvertes, qui a eu lieu le 12 novembre à 2016. C'était à la Masse. Et donc là, il y a eu une vingtaine d'associations membres qui ont pu exposer. Ça leur permet d'avoir une visibilité pour que le public sache ce qui se fait. Hein? Et donc on continue parce que nous, on a nos événements qu'on fait aussi comme la fête de l'humanité. Ce sont des émissions, des choses qui nous permettent d'avoir une visibilité. Et Lou qui participe avec nous, ainsi qu'Edwin. Donc nous sommes une famille, nous sommes une communauté, mais on peut pas prétendre être la plateforme de toutes les associations haïtiennes de la communauté. Pourquoi vous ne pouvez pas regrouper toute la plateforme? Parce que nous lançons des appels, donc il faudra nous lançons des appels pour qu'ils soient membres et puis qu'ils se reconnaissent dans ce qu'on fait. Donc c'est et on leur propose. Nous la PAFA en ce moment on travaille sur l'accompagnement des projets. Le dernier que nous venons de faire parce que nous sommes opérateurs d'appui avec le Forum et le dernier appel à projet que nous avons accompagné là, ça s'est terminé le 22 mai. Et nous avons pu déposer plus d'une quinzaine d'associations que nous avons accompagnées, qui ont déposé leur dossier et que nous continuons dans cette optique-là. Non, je ne peux pas dire qu'il y a un problème puisque nous sommes là justement pour regrouper les associations. C'est ça notre devise. Nous sommes une plateforme, nous mettons en réseau les associations à travers des thématiques précis et à travers aussi de leur domaine d'activité et à travers de ce qui se fait dans la communauté. Donc maintenant, il y en a qui ne se retrouvent pas, il y en a qui ne veulent pas. Donc ça, on peut pas forcer. Hein. Donc ça, c'est de la démocratie, on peut pas les forcer. Donc bien sûr, nous continuons à appeler, nous continuons à mettre des projets et comme vous le voyez, quand on envoie nos newsletters, on ne fait pas, on a nos amis, nos associations membres, ils le reçoivent tous. Donc vraiment, c'est ouvert à toutes les associations, mais on ne peut pas les forcer vraiment à se retrouver à travers des choses. Donc alors, Monsieur Morales et du groupe Tiaka et ainsi que Patricienne qui vont performer ce soir. Oui, bonsoir à tous, bonsoir à la communauté de la diaspora haïtienne de France, bonsoir à la communauté de la diaspora européenne dont aujourd'hui nous avons pris cette initiative par le biais de M. Edwin d'Haïti, qui est un personnage assez important. Cette idée nous a permis on s'est rejoint sur ce projet qui, pour la communauté, que nous puissions nous retrouver. Comme tout à l'heure, vous avez posé la question avec la présidente et que vraiment l'appel a été lancé sur toutes les plateformes à toutes les associations de France. Au-delà même de France et même à l'international. Il y en a beaucoup qui nous ont répondu
Et si par hasard vous ne reconnaissez pas une des associations qui existent dans la communauté, ce n'est pas de notre faute. Parce que l'organisation a mis en valeur l'unité de la diaspora haïtienne. Et c'est pour ça que nous, le groupe Tchaka, nous sommes là pour l'unité. Et que vu que c'est pour la promotion de la culture haïtienne et pour créer une synergie dans la communauté, donc nous sommes entrés en partenariat avec les membres de l'organisation pour réaliser ce grand projet et que j'espère que la communauté va sortir agrandie de tout ça. Donc parce que normalement, grâce à Jean Smith qui nous a mis en relation et que normalement, je crois que ça nous a permis d'être ici présents. Ce soir, nous pourrons performer, et pas même performer, nous pourrons jouer pour la communauté, pour essayer de faire comprendre que nous sommes seuls et que nous pas deux, nous pas trois. En même temps, on passe aux chanteuses. D'accord. Bonsoir et bonjour tout le monde. Patricienne Boss. Moi, je voulais dire, je parle créole, parce que nous sommes créoles nous y. Et je voulais dire pour toute organisation nous fait là, je trouve son bagage qui est très bien. Et en plus de ça aussi, comme l'issue dit, et que nous t'arrêtons si nous faisons l'autre programme pour toute association, au moins si toute pataka là, au moins 4 ou 5 associations qui viennent plus accompagner. Et ça n'a fait nous faire pour Haïti. Nous faisons pour la communauté haïtienne et nous faisons pour tout Haïtien qui est dans l'autre pays, pour que au moins en France, nous avons un bagage important à faire. D'accord. Alors, comment on sentit ce sommet ça comment c'est déroulé? Parce que c'est le deuxième sommet, et puis sous 2 jours. Comment vous sentez enthousiasme? Est-ce qu'il y a un peu de monde? Bon, là pour l'instant, il y a beaucoup de monde là, parce que on a plusieurs salles, plusieurs ateliers, et comme nous un petit peu à 17h30, mais à partir de 18h, la pral full. Parce que nous-mêmes haïtiens en France, nous solidaires. Nous solidaires, nous devons mettre tout haïtiens faire la même chose pour nous solidaires aussi. Mais là, pour l'instant, on pensait qu'il y a un maximum, qu'il y a un peu de monde. Mais après, vers 18h, 19h, il y a beaucoup de monde. Parce qu'il y a beaucoup de monde pour venir. Non, mais de façon, quoi qu'il en coûte, il est très tôt. Et puis, il y a des gens qui viennent, il y a des gens qui partent. On connaît son événement qui est sous 2 jours. 2 jours, ça veut dire que tout le monde peut venir pour toute activité. Il y a l'autre monde, c'est l'autre activité qui t'intéresse. Donc, voilà, présentons encore le batteur qui fait crier là. Et puis, le batteur du groupe Tchaka. Ouais, bonjour, Thierry Roy. Voilà, donc. Monsieur Thierry Roy, à ce grand événement, deuxième sommet, où il y a beaucoup de personnalités, comment vous sentez l'enthousiasme? Bah écoutez, d'abord moi comme j'ai travaillé très longtemps à l'ambassade, donc je suis habitué un petit peu à ce type d'événement. Je suis content d'y participer et puis surtout. J'espère que notre pays va réussir à prendre conscience qu'on a besoin vraiment d'avoir un élan positif pour vraiment construire et non pas le déconstruire comme c'est en train de se faire malheureusement. D'élection en élection, on a l'impression qu'on n'avance pas. Et pourtant, on est quand même dans une période moderne dans laquelle visiblement, on n'a pas besoin d'être, comment dire, on n'est pas obligé d'immigrer aux États-Unis pour avoir des idées géniales. Les idées géniales, on peut les avoir n'importe où. Et ça, c'est important d'y penser et que dans cette ère de communication. Je pense qu'on devrait arriver à sortir vraiment de bonnes idées. Les Haïtiens ont l'habitude de travailler pour les grandes firmes étrangères. Et ils sont très prisés, très très demandés. Mais malheureusement, dès qu'ils travaillent pour l'État, il y a quelque chose qui va pas. C'est un peu je trouve ça dommage, c'est inquiétant, c'est dommage pour nous, mais je sais quand même que nous sommes un peuple qui avons beaucoup de valeurs. Je vous comprends beaucoup et puis ça me touche énormément. Je pense que ce message va rentrer vers tous les Haïtiens pour qu'ils comprennent qu'il y a des gens qui veulent vraiment que Haïti se développe, que les choses soient positives. Oui, il y a ça, et puis je voudrais aussi parler d'une autre chose aussi qui me touche plus particulièrement, puisque nous ici en France, il y a des enfants qui sont touchés par la radicalisation. Mon fils a été touché, j'ai perdu mon fils, en janvier 2016.
Et j'ai alerté les politiques. J'ai appris aussi que cette chose-là a commencé à se développer en Haïti aussi. Malheureusement, il y a quelques communautés musulmanes. Moi, je pense que ce qui sera important, c'est pas de leur empêcher de pratiquer leur religion, mais nous sommes un pays qui s'est émancipé de l'esclavage, et il serait bien de connaître aussi clairement leur position à l'égard de ce fléau dont nous nous sommes libérés, bien entendu. Et puis si effectivement ils sont pour l'esclavage, eh bien ils n'ont rien à faire dans notre pays. Très bien. Merci beaucoup pour ce message. Alors, monsieur guitariste du groupe grand musicien. Oui. Mais bonjour. Bonjour, un petit mot. Comment vous sentez l'enthousiasme d'être ici ce soir, à ce deuxième grand sommet? Bon, moi-même, c'est une fierté pour moi-même, parce que bon, d'être ici avec tous les citoyens haïtiens, en fait, bon, je suis capable d'exprimer peut-être en créole, en fait, parce que bon, en fait, qui venait à Paris jeudi, vous comprenez, pour faire parler déjà pour qu'il haïtien, non? Et je souhaité bon pour gagner un changement, vous comprenez, par rapport à la façon dont il a déroulé la caille, vous comprenez, parce que nous gagnons un pays qui est riche de tout, mais qui n'est pas développé. Et je que pour les Haïtiens, même pas confiance, qu'ils ont une maturité, ils ont une capacité pour faire l'autre nation ouais, qui gens même sont capables de développer le pays pour qu'ils suspendent aussi et une idée, c'est de gens capables de faire vivre et pourtant la caillou, ils ont toute richesse. Vous comprenez? Mais ça m'a souhaité parce que les m'a regardé l'état pays en ce moment et par rapport à Haïti, je connais depuis la génération pas maintenant. Là, moi, que grand pile barayo qui parle en bon sens parce que nous avons Haïti qui a une lumière 24/24 à l'époque sous Duvalier de nos jours. Dans la capitale là, nous pas de lumière. On a un problème. Ah oui? Est-ce que vous êtes d'accord à ça? Ben moi je nie absolument parce que c'est peut-être ça que nous fait nous essayer ouais si nous t'es regrouper communauté haïtienne en France pour comprendre que normalement à l'aide de 2.0 côté toute nation a dépassé ça c'est vraiment impossible. Nous pas faire politique mais c'est juste un micro à la Sorbonne et de dire que c'est un pot qui vit. Mais non, Machiavel a résolu le problème. Machiavel dit attention, la politique, c'est pas ce que vous voyez devant vous, mais le plus souvent, c'est ce qui se passe derrière la scène. Et Lézy sait très bien qu'en général, notre pays, c'est comme ça. C'est pas, les choses existent, les institutions existent, parfois même il y a un corpus juridique moderne, parce que Haïti, il y a un fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères, un ancien directeur général qui a fait une thèse sur comment... Attention. Des fois, il faut dire tout pas, ouais, ça a fait. Bon, je pense qu'on aura d'autres occasions. Une petite question, c'est important. C'est concernant les compatriotes qui n'ont pas de papier ici. Ils ont arrêté, quand ils ont contacté le consulat, qui vont nous jouer? Est-ce que nous facilitons pour y aller ou bien du détournement? Voilà, vous savez, les documents. Là, actuellement, et il y a ce qu'on appelle les personnes qui sont, comment s'appelle cette loi-là Une détention provisoire? Non, pour les familles. Pour les familles. Non, pas au groupement familial. Il y a une loi quand on a un certain nombre de temps, on a épuisé tous les recours, l'OFPRA. Voilà, on a 10 ans et puis vous avez droit, sous réserve de remplir un certain nombre de conditions. On vous régularise. Vous avez droit à la régularisation. Là, actuellement, j'ai 11 dossiers que je suis en train de traiter, d'aider les gens. Et je vais vous dire que ça va même au-delà des frontières. Et j'entends par là, j'ai même des
et ça a fait tellement écho, un écho sonore dans la communauté, peut-être ça ne vous arrive pas jusqu'ici aux oreilles, que même des personnes venant d'autres communautés viennent, cherchent à me contacter pour avoir un certain nombre d'aides en la matière. Donc là, actuellement, j'ai 11 dossiers. Oui, non, mais qu'est-ce que vous faites? Des personnes en cours de régularisation. Oui, non, mais... Je les lettres, je prends le dossier, j'examine. Non, mais c'est des fois, c'est des dossiers de 50 pages, de 100 pages, etc. Donc j'examine pour savoir comment je vais tirer la matière pour dire au préfet, eh bien voilà, cette personne de la régularisation. Ok. Oui. Ce que je peux dire à l'Assemblée, si cet homme vous dit qu'il a pris un dossier en main, c'est qu'il le prend en main vraiment. Ok, bon. Alors, moi, on va s'arrêter là. On va s'arrêter parce que j'ai Abdel. Un complément d'information. Il faut que vous sachiez que la loi européenne en matière de détention a changé. Avant, quand on arrête nos compatriotes qui n'ont pas de papier, et il faut dire aussi que les Haïtiens connaissent bien les consignes, en général, ceux qui n'ont pas de papier, celles et ceux qui n'ont pas de papier, en général, on ne contrôle pas les femmes. Non. La police ne contrôle pas les femmes en général. Et 99% des compatriotes qu'on ramène au consulat, même lorsque j'étais à l'ambassade, je surveillais de près ces dossiers. Le plus souvent, ce sont des Haïtiens qu'on ramène, ce sont des compatriotes qu'on ramène. Le plus souvent, le consulat ne délivre pas de sauf-conduit pour amener. Monsieur Bélisaire ne l'a jamais fait. Ne l'a jamais fait. Mais sachez que la loi a changé. Maintenant, on n'a plus besoin de venir avec nos compatriotes lorsqu'on les arrête. Écoutez bien, lorsqu'on les arrête, on n'a plus besoin de venir au consulat pour demander qu'ils laissent passer pour eux. Mais ceci dit, il faut que vous sachiez, nos compatriotes ne sont pas les plus mal lotis dans l'administration française. Je suis d'accord. Ça, il faut que vous le sachiez. On peut même dire, on ne maltraite pas nos compatriotes dans l'administration française. En France, mais en Guyane, ça, non, en général, on ne les maltraite pas. Je n'ai pas dit qu'ils sont bons enfants, non. Il faut nous a dit hein. Oui. Et autre chose. Les Haïtiens jusqu'à présent ont une très bonne image dans l'administration française. Oui, c'est vrai. Ok. Si vous rencontrez les autorités policières, les autorités préfectorales, chaque fois qu'on les rencontre, nous avons toujours, ils nous ont dit toujours que les Haïtiens, ce sont des gens qui vivent paisiblement sur le territoire français, qui ne posent aucun problème. Et c'est pour cela, au passage, je salue l'action des églises haïtiennes de France et auprès des jeunes, parce que le travail ecclésial qui s'est fait permet un moyen permet de maintenir ces jeunes-là dans le droit chemin. Ils ne foncent pas tête baissée dans le péché. Alors, avant de clôturer, on ne va pas tarder à clôturer. On va présenter M. Abel Ducolline qui va nous dire un petit mot. J'ai une toute petite question bien concrète, je ne vais pas déborder. Oui. Pour avoir mon fils qui est français, j'aimerais qu'il ait un passeport haïtien. Je fais comment? Comment? Vous venez avec son attestation. Est-ce qu'il peut avoir... sans aucun problème. Okay. Jusqu'à la 3e génération. Madame, il y a deux façons qu'on acquiert la nationalité française. On l'a si vos parents... Haïtien, moi je veux qu'ils soient haïtiens. Mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Vous êtes haïtienne, oui. Vous avez eu des parents haïtiens, et bien votre enfant est automatiquement haïtien aussi, selon la loi haïtienne. Il suffit de faire la déclaration. Aussi simple que ça. Il passera... J'avais 2 enfants, alors, un haïtien et un français. Merci. Alors il y a monsieur, on va faire appel à monsieur qui va nous faire un petit mot. Vous êtes bien qu'il faut l'enfant. Les amis, on a dit Comment? Alors, bonsoir à tous. Et il est vrai que le consul Maguet Delva avait insisté que je l'accompagne avec le consul, mais je disais au consul Maguet Delva, donc c'était à eux le ministère de la Parole en France, puisque moi je suis de passage.
Mais Madame a beaucoup insisté et j'ai écouté avec intérêt les différentes interventions. Et surtout notre ami qui se posait la question, mais que faisait Garcia Delva à Belle des Collines? Est-ce que c'est l'ambassade qui assure la prise en charge? Alors je réponds déjà à mon compatriote, ce n'est pas l'ambassade ni le consulat. Donc à Belle des Collines a de la famille en France, et puis je suis en visite officielle, j'ai été à Moscou, je dois me déplacer pour Bruxelles, et puis j'ai une invitation du gouvernement français pour un sommet, l'OCDE, Europe-Amérique latine, le 9 juin. Voilà. Maintenant, mes chers amis, et sachez que j'ai vécu une dizaine d'années dans cette communauté. Bien évidemment, il y a un concept qui est apparu en 1990 dans les relations internationales, c'est ce qu'on appelle la diplomatie de l'émotion. Et cette diplomatie de l'émotion qui a donné naissance à ce concept de devoir d'ingérence, droit d'ingérence. En écoutant les différentes interventions, donc, je vois de l'émotion, évidemment, parce que vous aimez Haïti, vous souhaitez que ça aille bien. Mais vous faites vos considérations avec beaucoup d'émotion. Déjà, j'écoutais Madame qui posait, Natacha, non, l'autre, voilà, Sandra, qui posait la question en termes de salaire en France et en Haïti. Bon. Sandra, je suis désolé, il ne faut pas comparer l'incomparable. Alors, quand vous parlez de salaire, ce qu'on touche en France, ce qui est payé en Haïti. Oui, il y a des sociétés haïtiennes qui sont milliardaires, qui peuvent rémunérer correctement. Madame, je réponds, il ne faut pas comparer l'incomparable, mais je comprends parfaitement bien votre préoccupation. Voilà, donc je voulais prendre cet exemple-là. Mais un certain nombre de choses qui a été dites dans vos interventions, notamment parlant de 3e, 4e génération. Évidemment, n'en déplaise à mon très cher ami le consul, qui a un langage diplomatique, pour moi, la communauté haïtienne n'existe pas. La communauté haïtienne n'existe pas ici en France, même aux États-Unis. Parce que c'est quoi une communauté? Pour reprendre Raymond Aron, c'est une communauté de destin. Or, j'ai comme l'impression, que ce soit en Haïti, là où je vis, et je suis à mon 2e mandat de député, et parmi les expatriés, nous nous sommes laissés imprégner par ce phénomène d'acculturation. Donc, on oublie notre histoire, on oublie notre identité, etc., etc. Voilà. Maintenant, pourquoi je dis cela? Parce que, peu importe la génération, Haïti reste Haïti. Donc, si vos enfants qui sont nés en France ne savent absolument rien d'Haïti, n'aiment pas d'Haïti, quand même, la faute est à qui? La faute, c'est d'abord vous, puisque vous avez peut-être fait le choix que votre enfant ait la culture européenne, française, etc. Puisque le problème ne se pose pas pour les Arabes. Le problème ne se pose pas pour les Maliens. Voilà. Pour les Juifs. Donc, peu importe la génération. Donc, c'est ma première observation. Donc, c'est de vous dire, il est vrai que Haïti, c'est lassant. Parfois, c'est décourageant. Parfois, c'est frustrant. Moi, je suis retourné depuis 2008. Et ce n'est pas facile, je suis à mon 2e mandat, donc, et je réponds encore à mon très cher ami. Pas penser les nègres à député en Haïti ou sénateur, ils n'en change joyeux, non. C'est vrai, et je ne suis pas là pour défendre les députés ou les sénateurs ou les ministres en Haïti. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est comme ici en France. Politiquement, il y a plusieurs idéologies. Donc, la conception
que Mélenchon a de la France, ça n'est pas la conception de Marine Le Pen ou du président Macron. Donc, mais ce qu'il faut comprendre également en Haïti, c'est une bataille entre plusieurs écoles. Je ne dirais pas idéologie, puisque c'est une chimère en Haïti. D'accord? C'est une chimère en Haïti. Puisque vous parliez justement d'entreprise. Ah ben, écoute, moi c'est le combat que je mène. Parce que il y a dans ce domaine le statu quo. Vous avez en Haïti 80 familles, on connaît les signatures, Meuse, Accra, Brand, Dadeski, etc. 80% des richesses. Et vous avez des entreprises en Haïti, c'est des entreprises familiales, donc de génération de père en fils, etc. Donc, pour faire bouger l'ordre des choses, c'est ça que je dois dire encore, si il y a la très chère madame qui a posé beaucoup de questions, qui demandait au consul, tout en noir là, hein, qui ça n'a fait pour que les gens qui voulaient investir en Haïti, c'est l'or? L'or. Qui ça n'a fait, qui ça a consulat fait ou qui ça connaît pour les gens qui veulent investir en Haïti? Je réponds effectivement, madame, il y a une partie de la responsabilité des gouvernants pour permettre qu'au cas entrer. Mais soit toutes de gouvernants ou pas jamais entrer. Et c'est pourquoi j'invite tout le temps dans mes interventions. Pour qui ça, moi, me vivre 10 ans ici, mal en bas, moi, il y a 8 ans, il y a 8 ans là dans le Parlement, sous deuxième mandat. Mais je peux vous assurer, madame, c'est pas en un clic, on avait fait choix de Abel Lécoline pour qu'il soit député. Pour Dieu, toute qualité bagaille, menace la mort. Mais j'ai résisté. Donc, la vie, c'est un combat. Là où vous êtes en France, c'est pas facile. Donc, il faut que vous ayez ce courage de rentrer. Pas mettre notre tête où c'est comme si, bon, c'est une sorte de jungle, des pourriveaux pour le mourir. Non. On va mourir tout. On va mourir tout, mais alors. Ok. Donc, pas mettre ça dans la tête. Alors, comme la thématique, c'est l'intégration, puisque Mbappé, il n'était pas prévu. Non, mais continuez. Mais sachez que sur le plan législatif, en fait, il y a le socle législatif qui a beaucoup évolué quant à cette intégration éventuelle de nos compatriotes, que vous soyez haïtien natif natal ou haïtien naturalisé. Vous savez, la Constitution de 1987, dans son article 115, stipulait la double nationalité n'était admise en aucun cas. Donc, dans l'amendement constitutionnel, quoi imparfait, donc on a enlevé ce veto. L'article 115. Donc, aujourd'hui, un Haïtien ayant acquis une nationalité étrangère peut occuper la fonction de maire, de directeur général. Mais pas député, pas sénateur. Pas député, pas sénateur. Donc c'est pour vous dire, nous sommes en train d'avancer justement pour mettre plus de facilité. Plus de facilité. Et il est envisagé dans l'éventuel amendement constitutionnel d'enlever tous ces verrous. Mais, donc c'est pour vous rassurer, le socle législatif est en train de remédier à cette situation pour que vous ayez l'opportunité de vous intégrer politiquement. Vous ne pas droit au rabais. Ok, donc pour que vous puissiez vous intégrer politiquement. Maintenant, d'autres considérations quant à cette intégration professionnelle, et je crois que le consul avait donné un certain nombre d'informations quant à la législation haïtienne, notamment
au niveau du ministère des Finances, au niveau du ministère du Commerce, mais il y a la création du Centre de facilitation des investissements CFI. Donc, pour la procédure justement qui prenait beaucoup de temps pour créer une entreprise, donc c'est aujourd'hui il y a des avancées considérables pour créer une entreprise dans l'état actuel des choses. C'est 4 mois. C'est 4 mois entre le ministère du Commerce et Finances et DGI, voilà, au niveau du CFI. Maintenant, entreprendre, ça n'est pas facile dans n'importe quel pays, même en France. Même en France. Et Madame Sandra avait posé une question également, donc pourquoi il n'y a pas d'assistance à la communauté pour les gens qui veulent créer des entreprises. Alors, voilà. Du financement. Le but, c'est que Haïti, tout le monde a le même objectif de développer Haïti, mais tout le monde le fait de manière personnelle. Oui, moi je connais. Créer un groupe spécialement par rapport à ça. Moi je connais aucun exemple, un pays tiers qui a investi dans un pays étranger pour faciliter à sa diaspora d'avoir de l'argent. Non. D'ailleurs, le cas du Mali qu'on connaît, ce sont les Maliens d'ici, d'ailleurs, qui se sont mis ensemble et ont fait des investissements importants au Mali. Donc c'est pas là. C'est pas. Comme ça, on a ici. Il y avait l'hôtel à. On parle que la pour Liberté, c'est la diaspora qui ont investi. Ça a été innové dernièrement. Non, c'est la diaspora haïtienne à New York qui a conçu et construit cet hôtel. C'est un investissement de nos compatriotes à New York. Mais attention, quand je dis de nos compatriotes, ce n'est pas toute la population haïtienne new-yorkaise. C'est l'élite économique haïtienne qui vit à New York et qui a décidé de construire. Par exemple, si vous regardez l'organigramme de ceux qui sont investis, 60% d'entre eux sont des médecins. Bon, bref. Alors, que l'enfant est censé être haïtien, c'est-à-dire nous revendiquons cette identité, mais toujours en termes de mots et de paroles. Alors qu'il existe des marqueurs identitaires très visibles, nous les utilisons. Nous les utilisons pas. L'Africain, on le reconnaît. Bon, c'est vrai, il n'y a pas un pays qui s'appelle comme ça. Mais quand même, écoute, à nous petit exemple pendant nous là. Combien là nous qui dit ça sur nous sont bagages locaux? Moi-même, pendant que je dis ça, pendant que je dis ça, je ne vais pas mettre un exemple parce que mes petits cheveux ça et mes petits chapeaux ça restent en bas, c'est bail occidental. Ouais. Et de mes petits cheveux, si je là, par contre, je vais dans l'autre. Ça veut dire, un problème à la base pour nous résoudre avant de nous poser toute qualité de problème de développement. Qui est-ce nous? Et ça nous y est, est-ce que nous prêts pour nous laisser tout le monde connaître, mais qui ça nous y est, pour nous dire. On va venir dans le métro à matin, et dans RER là. Moi, ouais, en pile, mon cap souris jaune, moi, je connais, ça y est. Parce qu'il y a une qui vient dire, oh, bonjour, comment est-ce? C'est ça que ça vous met en question, ça, consul d'Elva, ce dit à l'air, il a dit que 270 000 Haïtiens, nous, bons enfants en France, mais il faut nous dire en sortie de bon enfants. Hein. Pour qui ça? Pour nous affirmer nous plus, sans nous pas faire des autres. Combien de côté nous allons côté ici, au restaurant, il marque typiquement Haïti. Qui côté typiquement Haïti. Et qui côté nous allons shop, pour nous dans chemise, il y a un bagage qui haïtien. Jamais. Donc aussi, des bagages qui ont des couvertures anti-guerre, etc. Mais écoute, nous-mêmes, ça m'a dit, intervention, on a fini, lui, c'est pour nous dire, cessons de nous cacher. Ça ne sert à rien de vous cacher, parce que ce que vous êtes est en train de bouger à l'intérieur de vous. Laissez-le sortir, s'il vous plaît.
ce que vous êtes profondément laïciste. Donc, c'était ça mon intervention, parce que, pour conclure, on ne peut pas se développer, à mon avis, si on ne s'assume pas à la base. Merci. Oui, la parole, s'il vous plaît. Après, il y a Pasteur Mina. Monsieur le consul, Vous êtes persécuté? Monsieur le consul, je vous remercie, même si vous n'avez pas répondu à mes questions, mais je pense que ça vous concerne en tant qu'haïtien. J'ai une question pour vous, monsieur le député. Étant donné que vous dites que vous participez dans l'élection dernière pour devenir sénateur, vous dites que l'élection passée dans le cafouillage, bon, les CN traités, pas traité en faveur. Donc, comment est la justice haïtienne en ce sens? Et mon deuxième question aussi, actuellement, bien on lit ouvrier à mener en Haïti pour que, bon, minimum ouvrier, pour que touche 800 gouttes journaliers. En tant que député de la République, est-ce que vous comptez porter contribution dans le Machura ou bien aux côtés des autres? Merci. Je réponds à la première question. La première question, c'est concernant Cafouya et puis passer dans l'élection. Haïti, c'est l'un des pays qui gagne un système électoral qui est plus instable. À chaque élection, gagne un conseil électoral. Parce que tout simplement, l'application de la Constitution de 1987, ça traîne. Ça traîne. Puisqu'il était prévu, dès l'adoption de la Constitution de 1987, qu'il devait y avoir un conseil provisoire pour l'organisation des élections et les élections d'après, c'est un conseil permanent. Mais, et c'est le consul-là qui t'a dit ça, il y a une particularité à Haïti, force est malheureusement de le constater, c'est l'instabilité chronique aiguë. Et ça, en pile fois, il occasionné, parfois c'est l'Occident qui fait lit, d'accord, nous ne voyons pas la face, parfois il crée de crise, mais parfois tout c'est de l'intérieur, d'accord. Bref, puisque il a toujours utilisé un thème qui était très familier en France pendant la période de l'occupation, des collabos de l'intérieur en Haïti pour créer instabilité, des collabos, soit qui dans le Parlement, même ensemble avec, soit qui dans l'exécutif, soit qui dans la justice. Bref, donc ce qui fait que jusqu'à présent, nous, dans une situation instable, c'est toujours le conseil électoral provisoire. Voilà que structure ça et qui est les conseils électoraux provisoires, il y a un ensemble d'entités que vous créez, on va y revenir, les centres de tabulation. Parce que il y a un ensemble de secteurs en Haïti qui refusaient vote électronique. Soit-disant, le peuple là pas lit, soit-disant, le peuple là, et soit, il n'y a pas qu'à voter dans la question de vote électronique. Ok? Ce que moi-même, moi, pas quoi, parce que je dis, quitte mon dans les Iwa, dans Grandance, quitte un vieux Boudaquin, c'est la vie. On là-bas. Est-ce qu'on réaction sans mimio, c'est ça Gérard Barthélemy qui écrit Le pays en dehors. Et certainement M. Guélès sorti dans ville vieux Bouddha. Une section dans Akin qui limitrophe avec Côte de Fin. Pour arriver là-dedans, nous obligés c'est dans le sud-est ou passer. Alors, même c'est mon Akin tout.
Ah ben ouais, vous voyez. Donc, parce que comme nous sortis dans la ville là, peut-être. Non, parce que nous sortis dans la ville là, c'est que nous pas ouais, pour malheureux ça, qui dans section ça, que j'ai été une fois avec mon crise l'autre bord, j'étais encore dans le bureau. Donc, et côté l'ancien député Boujoli, qui était Maya Pati avec un commissaire gouvernement, il y avait une délégation parlementaire que m'était la donne. Donc, on était dans la zone ça, pour ouais, nous. Oui, il était dans la commune. Bref. Donc, alors, moi, exemple, moi, t'apprends, moi, je dis, même l'on aller dans la section ça, qui est bien loin, il y a un téléphone, non, mais aujourd'hui, d'accord? Il y a un téléphone. Donc, si mon lit mal le téléphone, non, il communique. Donc, pas dire que moun qui pas qu'on lien, il pas qu'à n'importe électronique. D'accord? Maintenant, comme système archaïque l'a arrangé, monsieur, parce que quand il faut imprimer les bulletins, c'est quand même des millions de dollars américains des commissions que nous apprenons. Le dernier, ça ne saute fait à l'autre, c'est juste à Dubaï, nous avons imprimé. D'accord? Ok, c'est juste à Dubaï. Donc voilà que ils ont créé l'autre entité qui est les centres de tabulation. En Haïti, nous avons bâti sous nom centre de tribulation. Parce que le peuple a fini de voter, et en ce qui me concerne, dans le plateau central, nous avons 13 communes. Le jour du vote, à l'issue de la journée électorale, j'ai obtenu 58 000 votes contre 54 000 à mon concurrent. 58 000, 54 000, plus de 4 000 voix, c'est moi-même qui gagne. Mais voilà que mon concurrent, c'est un collègue controversé qui gagne quoi? Vraiment qui gagne l'argent de par état là. Et c'est pas good non, voilà, de la vête. D'après ça, il dit, qui gros classe monsieur fait, c'est 6e. Côté de Joanne Corbly, pas moins d'explications. D'accord? Mais je peux vous confirmer, il a de l'argent. Donc, ce qu'il a fait, élection finie, les gens ni contre lui, perdu dans les urnes, et il cherchait de contact de monde qui n'a sans tabulation. D'accord? Dans la soirée même, il a près de 100 000 dollars américains. Et comme ce centre de tabulation est là, soi-disant, pour traiter la conformité des procès-verbaux, et arriver au centre de tabulation, qu'est-ce qu'on entend par traitement? C'est que le personnel vacataire en Haïti lors des élections, ça aurait les membres vifs, membres des superviseurs. Donc, et dans le procès-verbal, si le candidat Abel Lécoline obtient 100 voix, donc il faut à la fois écrire 100 en chiffres et en lettres. Il arrive parfois dans des PV, on a écrit 100 très bien en chiffres, et puis en lettres là, il est qu'on l'autre bagaille. Et il est dit dans le décret électoral, si l'écriture en chiffres n'est pas conforme à ce qui est écrit en lettres, donc ce PV est mis en quarantaine. Voilà que monsieur utilisé Atifissa dans 58 000 votes moins, mais 6 000 pour moins à l'écart. Sous base que mon était mal écrit pour ça. Mais jusque-là, je n'ai pas contesté, puisque c'est écrit effectivement dans le décret électoral. Mais là où le bas blesse, voilà que vous mettez 6 000 voix en quarantaine pour moi, sous base que mon n'a pas écrit de bas écrit conforme, et de PV côté concurrent n'a gagné lui-même. Par exemple, bon côté, vous mettez monsieur fait 80-220. Je sais, dans la salle, il y a des experts en mathématiques. Moi, je suis un homme de lettres, mais quand même, par mon chiffre qui relève 80-220. Ah ben voilà. Donc 80-220. C'est ça écrit en lettres. Et puis en chiffre, vous mettez 200. Et vous comptabilisez ça à Poli. Ok? Ça veut dire pas conforme, vous comptabilisez. Donc, de l'autre côté, vous mettez un chiffre, il fait 152, et en lettres, vous écrit 157. Vous comptabilisez ça à Poli. Maintenant, nous avons un conseil électoral en Haïti qui est à la fois juge et parti. Ça veut dire même conseil qui organise l'élection, c'est devant pour le présenter, leur contester comme juge. Or, c'est le monde qui
très vulnérables, parce que nous avons un conseil électoral provisoire après l'élection, on ne va pas là encore. Donc c'est sauf qui peut. Ça veut dire, comme moi je concurrence à un gros l'argent en main, donc monsieur frappé très fort. Donc voilà ce qui s'est passé. Deuxième question, c'est la justice. Bon. La justice. Le système judiciaire en Haïti, c'est une pourriture. D'accord? Mais, il y a au cas révisé mon question, bon, mais attends, député, ou dans l'État, comment ça fait, ça peut arriver? Eh ben, on ne change pas un système à partie unique du jour au lendemain. D'accord? Emmanuel Macron, avec toutes les bonnes volontés, le gagnait, pas tant dans 5 ans, on va aller changer tout ça qui veut changer en France. D'accord? Or, en plus de ça, lorsque dans un système, côté c'est gourmet ou à gourmet, mais même, et c'est ça que fait peut-être, moi gagner 2 mandats, beaucoup jamais arrivé président chambre député, ça arrivera bientôt, bien entendu. Mon compte pour qui ça? Parce que qui ça? À l'intérieur de Parlement coréen, il y a des gens qui sont tout quoi arrangé. Ouais, nous-mêmes, nous plein là, nous avons même changé. Mais il y a ces gens, système haïtien, c'est ça. C'est ça qui fait négatif. Et j'ai une anecdote. En 2014, je suis premier secrétaire de la Chambre des députés et on devait avoir la visite d'État du Premier ministre vietnamien. Parce que c'est eux-mêmes qui achetaient Téléco qui viennent comme je l'ai dit. Et maintenant, le Premier ministre allait rendre visite au Parlement, et comme premier secrétaire, j'ai été voir le questeur, donc celui qui gère le budget de la Chambre des députés, pour dire, ah, questeur, on reçoit une visite d'État, donc il nous faut un tapis rouge pour le Premier ministre vietnamien. Vous savez qu'est-ce qu'il a répondu? Ah, déco, nous avons dépensé encore pour tapis rouge, mon cher. Bah, tapis rouge, c'est ministre des Affaires étrangères. Donc, il n'a pas voulu décaisser de l'argent pour l'achat d'un tapis rouge. Pourquoi il n'a pas voulu? Parce que dans le budget, donc s'il laisse passer cette occasion, il pourra envisager éventuellement une désaffectation de cette rubrique et réaffecter ça, peut-être dans l'autre bagaille côté la cape en cobla lui-même. Et pas intention prêtée non plus. Je lui prête l'intention et ça j'ai assumé. D'accord? Parce qu'il y a un phénomène, et c'est le combat moi que je mène au Parlement, pour que nous puissions modifier la nomenclature du budget en Haïti. En pile fois, on accuse le Parlement, mais quand on vote le budget, c'est qu'on vote une enveloppe pour le ministère de l'Environnement, disons de 1 milliard de gouttes. Et à l'intérieur de cette enveloppe, il y a plusieurs rubriques. La loi autorise au ministre, dans le courant de l'exercice, de procéder à des réaménagements budgétaires. Et c'est pourquoi on dit souvent en Haïti, il y a des ministres qui sont dans la joie quand il y a des cyclones, hein, des inondations. Ah mais oui, parce que c'est une occasion de désaffecter des fonds. Voilà ce qui arrive généralement. Ok, donc je dis que la justice est une pourriture parce que il y a des éléments à l'intérieur de ce système qui sont confortables dans l'état actuel de la justice. Donc, pour changer l'ordre des choses, c'est un combat. Ce n'est pas du jour au lendemain. Et c'est comme au Parlement, puisque le régime politique que nous avons en Haïti, c'est un régime d'assemblée. Donc, dans un régime d'assemblée en droit parlementaire, c'est la majorité qui gouverne. Comme si tout le monde apparaît là, ouais, toutes chaises ouvertes, mais si la majorité a dit non allié, les collines qui parlent toutes salles les palais, majorité a voté. Donc, c'est un grand combat, c'est vrai, il y a quand même des avancées. Il y a des juges qui sont très compétents, qui sont très honnêtes,
mène ce combat, avec la loi créant le CSPJ. Donc aujourd'hui, ce n'est plus le ministère de la Justice qui nomme les juges, donc c'est le CSPJ. Mais toujours est-il, il y a encore du combat à mener pour que le CSPJ ait effectivement son indépendance financière pour pouvoir réguler le système. Un dernier intervention. Il y a une question, c'est juste un éclaircissement. Moi, besoin par rapport avec comment on t'a expliqué aux députés ou bien on va venir poser candidat pour sénateur. Mais quand nous comprenons les sénateurs, normalement, quand il y a une élection marchande, il y a 90 jours. Mais la cas par là, on va expliquer parce que quand il y a une élection, la commune peut sortir. Je suis député, oui. Je ne suis pas au Sénat de la République. Ah, puisqu'on va élu mais certainement. Je suis député. Et puis, pour le reste de mon mandat. Deuxième question. Comme on passe 4 déjà dans le Parlement, en tant que député de la République, est-ce que vous avez porté un projet de loi pour la République Ah, plusieurs. Et j'ai fait voter une loi qui va être promulguée pour peut-être les anciennes générations, peut-être Pasteur Luinet et le révérend Père qui est là. Moi, j'étais petit, mais on me disait du temps des Duvaliers, il existait les pompiers. Oui. Non. Ah oui, oui. Voilà, du temps des Duvaliers. Mais, oui, maintenant, depuis des décennies, malheureusement, ce qui est considéré comme pompier en Haïti, c'est juste un petit bureau au Champ de Mars, près du commissariat de Port-au-Prince. Voilà. Oui, voilà. Et j'ai proposé une loi qui a été entérinée dans les 2 chambres et qui va être promulguée, créant le corps national des pompiers. Donc, il est demandé dans cette loi, comme pour les commissariats de police, chaque autorité soit non commune, commissariat, donc pour qu'il y ait dans chaque section communale un bureau des pompiers, et dans chaque commune et dans chaque département. Et dans cette loi, comme c'est le cas en France, donc on a institué à la fois les pompiers professionnels et les pompiers volontaires. Okay. Et cette ouverture justement pour qu'il y ait des pompiers volontaires, puisque la question s'est posée précédemment, pour faciliter l'intégration professionnelle des jeunes. Les jeunes qui viennent faire philo et par un pas de possibilité voyons dans l'université. Il n'y a pas assez de place dans les universités d'État. Donc c'est pour répondre à madame et consul Latéba et responsable. Nous n'avons pas assez de place dans les universités en Haïti, mais nous avons des universités et de très bonnes universités. Bref. Donc, dans cette loi, un jeune qui a terminé ses études et qui n'a pas les moyens d'entrer à l'université, donc il va intégrer le corps national des pompiers pendant 1 à 2 années en faisant du volontariat, et au terme de ces 2 années, l'État aura la responsabilité de l'aider à payer ses études professionnelles ou universitaires. Donc voilà. Et puis, j'ai proposé plusieurs autres lois, notamment sur cette question de la diplomatie, mais pas comment réformer le ministère des Affaires étrangères. Puisqu'on ne peut pas proposer une loi sur la réforme de la diplomatie, comme je vois le sénateur Evalia Bonpland le faire, puisque, bref, la diplomatie, c'est un concept qui découle des conventions, des traités, etc. Donc, comment proposer une loi dans un Parlement national et réforme de la diplomatie? Non, c'est réforme du ministère qui est en charge, justement, des questions diplomatiques. Alors, cette réforme, pourquoi? Très souvent, et moi, dans vos interventions, comme vous êtes des gens civilisés, mais vous avez à maintes reprises pointé du doigt les consuls qui sont là.
Mais pourtant, la réalité, s'il y a problème, le problème existe des deux côtés. Et davantage du côté haïtien, au niveau du ministère des Affaires étrangères. Puisque quand vous nommez un diplomate, s'il n'y a pas de directive, s'il n'y a pas de feuille de route, comment demander à ce consul, à ce diplomate et agir dans l'intérêt ou dans l'efficacité du pays? Non, il faut qu'il y ait une directive. Et vous qui m'entendez à la radio, aujourd'hui, je ne suis pas dans une opposition stérile au président Jovenel, mais je dis, quant à cette priorité de relance de la production agricole, je critique, mais vraiment avec fermeté, soi-disant cette priorité. Je suis pour que nous puissions relancer notre agriculture, donc sur le principe, je suis d'accord avec la priorité du président. Mais c'est dans l'incohérence la plus totale. Le président a lancé dans l'Artibonite, chez le consul d'Elva le 1er mai, caravane de changement pour la relance de la production agricole, alors qu'il y a deux départements qui sont liés, le plateau central et l'Artibonite. Puisque pour irriguer la vallée de l'Artibonite, l'eau arrive du plateau central. Or, le président dit lancer son programme, à aucun moment de la durée, on ne parle pas de la problématique des bassins versants. Alors que 90% de l'eau se dit dans le lac de Péligue, barrage de Péligue, et différentes rivières dans le plateau central. Donc moi je dis un programme cohérent. Le président devait procéder justement au lancement de ce programme, à la fois dans l'Artibonite et dans le plateau central. Mais deuxième problématique. Si on a connu une diminution ou disparition même dans la production de riz dans l'Artibonite, ce n'est pas seulement le fait des problèmes d'irrigation. Nous sommes dans une économie de marché. Haïti, malheureusement, est un État failli, pour qui ça, avec tout traité, convention ici, nous l'ouvrons nous, ok? Et le président relance la production de riz dans l'Artibonite sans qu'il y ait un protocole d'accord avec les importateurs de riz. Or, pourquoi on est arrivé à cette situation dans l'Artibonite? C'est parce que, par le passé, les gens produisent le riz, ils dépensent pour cette production, et à la fin de l'année, le pauvre paysan, pour rentrer ce qu'il avait dépensé, s'il devait vendre 15 goudes, ça aurait les godets du riz en Haïti, hein? D'accord? Donc pendant la vente par la 15 gouttes, bon Dieu qui sort Miami, il y a 27 gouttes sur marché. Or, entre l'offre et la demande, ok? Donc les gens, à coût de moyens, prennent le riz qui est à 7 gouttes. Donc voilà pourquoi je parle d'incohérence dans ce programme du président. Oui, voilà. Bon, mes chers amis, oui, non, le consul va rester. Voilà. Bon, en tout cas, et moi je voudrais quand même saluer cette initiative des compatriotes, je crois que c'est sommet européen, c'est comme ça? Sommet européen de la diaspora. Voilà. En tout cas, et moi je tiens à vous féliciter, donc ayez le courage de continuer. Et puis, autant que faire se peut, moi je suis disponible modestement dans ma fonction de député en Haïti. Donc, attendez, je voulais juste dire quelque chose. Oui, comment vous envisagez pour la séparation des pouvoirs chez nous, qui est un véritable problème qui gangrène notre système? Il ne répondait pas. Moi, j'ai une question sur Diri. Madame. Bon, écoutez. Et la séparation des pouvoirs en Haïti.
On relance le débat. Et Décentralisation. effectivement, il y a toute la complexité. Il y a toute la complexité. Moi, je crois que pour résoudre ce problème, nous devons se poser la question: quel régime politique voulons-nous pour Haïti? Parce que dans l'état actuel des choses, tout ce qu'on se dit, pour moi, c'est pas totalement correct. Par exemple, entre le Parlement et l'exécutif, très souvent, on parle de mélange de gens, parce qu'il y a des députés, des sénateurs qui proposent des gens pour des postes ministériels ou de directeurs généraux. Mais, moi, je vous réponds, et madame, et c'est ma réponse même en Haïti, nous avons un régime politique qui fait du gouvernement l'émanation du Parlement. Eh bien, politique, c'est le jeu d'intérêt. Depuis la nuit des temps, Rousseau l'avait dit, le premier temps de la vie politique n'est que l'intérêt. Et Machiavel l'avait dit en son temps, toute la vie politique est fondée sur le débat entre les différents intérêts affrontés. Maintenant, la Constitution, en son article 137, stipule: le président nomme le Premier ministre dans le parti majoritaire au Parlement. Quand il n'y a pas de majorité, le président doit trouver une majorité pour faire passer son Premier ministre. Ah ben, si on est d'accord que la politique est le jeu d'intérêt, je peux ne pas avoir cette conception, mais je ne peux par contre un député qui a un groupe de 15 ou de 20 députés, de 15 ou 20 sénateurs, je ne peux pas l'empêcher de négocier, de réclamer un poste au niveau de l'exécutif. C'est peut-être difficile à accepter, mais c'est le réel politique. Donc, soit on change le régime politique, ou on fait avec. Ok, c'est un élément de réponse, c'est parmi d'autres. Maintenant, deuxième considération, séparation des pouvoirs. Il y a, alors je dis, changer le régime politique, mais le problème n'est pas tant la séparation des pouvoirs, c'est plutôt un problème de bonne gouvernance. Bonne gouvernance. Voilà, de bonne gouvernance. Puisque le pauvre maire qui est à Mirbalais, là où je suis député, eh ben, il n'a pas les moyens de sa politique, parce que celui qui est ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, qui est censé le ministre de tutelle des collectivités, mais là où il s'installe dans son ministère, il ne sait pas ce qui se passe dans les provinces. Donc, c'est pourquoi il devient urgent en Haïti que nous ayons effectivement, de façon effective, cette décentralisation. Cette décentralisation, c'est que le pauvre paysan ou celui qui a une boutique à Mirbalais, quand il paie les impôts, que Coblan pas descendre dans la direction générale des impôts et que c'est le ministère des Finances qui décide fait salver ensemble avec. Donc, là, il y a cette bataille, mais comme je vous dis tout au long de cette conférence, c'est pas facile, parce que n'est qui vient droit qui a maintenant, qui ministre intérieur, qui ministre finance, on pense que c'est facile, il va lâcher maintenant comme ça. Ok? Et parfois, pour ne pas, pour entraver ce changement, il est même utilisé de parlementaires parfois et un texte de loi capable de passer. Donc, tôt ou tard, c'est peut-être le changement de régime politique. Maintenant, est-ce que cela pourra contribuer à résoudre le problème? Ce dont je ne suis pas certain, puisque en pile fois, mon pensée et ce parlement problème, c'est que le président a fait, nous c'est parlement qui fait le pas fait. C'est pas toujours vrai. C'est pas toujours vrai, parce que
celui qui est président de la République se comporte comme un roi et qui s'installe et qui décide, voilà, qui décide de tout. Bien, je m'arrête là et mes encouragements. Et puis, bon, je vous attends en Haïti, d'accord, puisque pas penser depuis une rivière à mourir, puisqu'il y a plus de monde qui mourent chaque jour Jamaïque que Haïti, même en République Dominicaine, d'accord. Mais et, comme consul Maguette dit, nous faisons de la presse sensationnelle en Haïti, que vous soyez de l'intérieur ou même dans la communauté, des bons monde mourir, bon, au scandale, c'est pas dit, non, pas un problème, non, d'accord, parce que moi-même, j'ai été menacé en maintes occasions, d'accord. Bon, écoutez, si moi-même moi toujours dit, alors je suis croyant. Bon, si me dois mourir, je dis à la, moi ça qui a empêché pendant ma sorte là et puis mourir. Donc, voyez, vous pensez qu'il faut mourir. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, excusez-moi. Merci pour les différentes personnes qui sont intervenues. Merci, consul. Merci, Edith. Alors, je vous invite tous à descendre, aller boire un petit jus, un petit coca, manger quelque chose. Il y a une protection des petits. Excusez-moi. Oui. Alors, mesdames, messieurs, on est toujours dans le rôle. Tout ça pour l'interview. Pour l'interview. Oui, en fait, voilà, j'ai avec moi le révérend, le pasteur Luiner. Bonsoir, pasteur. Alors, vous êtes à ce grand sommet. Dites-moi, comment vous trouvez le début de ce grand sommet? Bonsoir Ben et bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. Oh, je peux dire que j'ai été même impressionné par ce qui se fait aujourd'hui dans la communauté haïtienne. Ce grand sommet, c'est vraiment pour moi une réussite déjà. Et je trouve que les sujets sont très intéressants. Et les orateurs aussi, ils sont très compétents pour tout ce qu'ils disent par rapport à ce qui se passe en Haïti et la volonté de faire des choses en Haïti. Alors, la volonté de faire des choses, est-ce que vous pensez que les choses vont changer? Parce qu'on vient d'entendre le député, l'ambassadeur qui était là, c'est vrai qu'il disait des choses très touchantes. Très touchant. Quel est votre avis? Bon, mon avis c'est que il y a du travail. Il y a du travail, il y a beaucoup de choses à faire. C'est un combat que chaque Haïtien doit mener pour sortir Haïti de son état. Il y a de l'espoir et on peut faire beaucoup de choses. Et comme le député nous a dit, il ne faut pas avoir peur de retourner en Haïti, d'aller dans nos pays et d'avoir des projets pour notre pays. D'accord. Voilà, c'est très bien. Et puis, je tiens à vous remercier d'avoir fait le déplacement. Ah oui, c'est normal. Là où il y a Haïti, je suis. Et là où les Haïtiens sont, nous y sommes tous. Parce que c'est un combat, comme je dis. Et comme on dit chez nous, main en pile, chaille par loup. Et j'exhorte, j'encourage tout Haïtien, d'où il se trouve, de nous retrouver dans ce travail qui se fait pour permettre à Haïti sortir de tout ce qu'on dit de lui et de donner une nouvelle image de notre pays. Nous avons connu de grands hommes qui ont milité, qui ont combattu pour Haïti. Encore aujourd'hui, on peut faire des choses pour notre pays. Merci. Merci beaucoup. Hein. D'accord, merci. Vous pouvez nous suivre, hein, suivez-moi. Alors. Bonsoir. Ça va bien? Oui, ça va. Oui. Je souhaiterais avoir votre avis sur le déroulement de ce deuxième sommet de la diaspora. Mais c'était très bon. Moi, j'ai eu un très bon débat avec mes compatriotes et la plupart d'entre eux sont venus informer de ce que nous faisons au Consulat général de la République d'Haïti à Paris. Et comme vous le savez, et tu étais là, comme tu as vu, il y a eu beaucoup de questions auxquelles j'ai répondu et mon collègue Ginius aussi a répondu.
Je pense que les informations, ils ont bien compris les informations, comment le consulat fonctionne, ce que nous faisons auprès de la population haïtienne en Île-de-France. Je pense que c'était, pour ce qui nous concerne, c'était un très bon débat. Souhaitez-vous dire quelque chose aux organisateurs? Je leur dis que mes remerciements vont aux organisateurs qui ont bien voulu inviter encore une fois le consulat à participer. Voilà, c'était comme souvent, on a rencontré pas mal d'Haïtiens. Surtout, on a eu des jeunes Haïtiens qui sont nés ici et qui ont posé beaucoup de questions sur l'histoire d'Haïti et sur ce qui se passe en Haïti et auxquelles on a répondu. Merci beaucoup de votre coopération. En fait, voilà, vous pouvez constater, tout se passe bien sur ce sommet. Il y a pas mal de personnalités qui sont là. Et maintenant, je vais avancer à côté de quelques personnalités qui pourront nous parler un peu plus. Monsieur Edwin d'Haïti et Monsieur Azor, on peut avoir une interview ou quelque chose, juste 2-3 secondes. 2-3 secondes. Alors, bonsoir. Bonsoir. C'est vrai, on voit, je viens d'assister à un débat très politique sur le député, sénateur et l'ambassadeur d'Haïti. Ils ont fait le déplacement pour convaincre la communauté haïtienne. Et puis ils ont envoyé beaucoup de remerciements aux organisateurs. Quel est votre mot? Alors, je profite de cet instant pour saluer Radio TV qui ont grande chaîne dans la communauté. Donc, et spécialement, je profite de cet instant pour saluer aussi notre organisateur, M. Edwin d'Haïti, qui est un grand garçon dans la communauté A. Et Nabdi aussi, je dis nous pensons qu'avec le sommet de la diaspora, c'est une idée justement pour pouvoir réunir tous les Haïtiens du monde entier pour ensemble trouver une entente sur la politique et l'organisation de la diaspora haïtienne dans le monde entier. Et je pense qu'aujourd'hui, à travers le sommet, on va pouvoir émerger une force dynamique et politique, justement pour faire un front, pour dire mais il est temps, c'est l'heure de nous réunir justement pour pouvoir intégrer et investir en Haïti. Donc c'est tout dans la politique, parce qu'on dit que la diaspora, on est là que pour envoyer de l'argent, mais quand il s'agit de la politique, on n'est pas là. Donc on dit mais aujourd'hui, il faudrait que nous, la diaspora, qu'on crée ensemble une synergie pour pouvoir aussi dire au gouvernement, nous sommes aussi là et nous existons aussi, même en France. C'est pas qu'aux États-Unis, mais en France aussi, il y a des Haïtiens qui pensent, qui travaillent et qui montent aussi des projets pour faire développer ces pays. Je sais que vous êtes très pris, je ne vais pas vous retarder, merci beaucoup. Et puis juste un petit mot, monsieur Edwin d'Haïti, et je viens de participer à un grand débat de tout ça, et puis il y a beaucoup de remerciements qui sont venus vers vous. Alors, votre mot, et comment vous sentez cet enthousiasme de cette communauté qui est réunie? Donc l'idée pour nous, au départ, il n'y a pas d'orgueil personnel là-dessus. Parce que pour ceux qui me connaissent, il ne s'agissait pas de mettre en avant Edwin d'Haïti, mais il s'agit surtout de mettre des idées en amont, de trouver les personnes clés, les personnes qu'il faut pour au moins créer une synergie pour qu'en sorte cette communauté sorte du silence. Parce qu'on a une communauté qui est vraiment géniale, une communauté qui a beaucoup de ressources, mais malheureusement on ne sait pas comment les mettre ensemble, les utiliser pour que cette ressource-là puisse apporter du fruit, pour que l'ensemble des gens qui sont en demande puissent en bénéficier. Moi je trouve que c'est ça l'idée. Quand on prend des associations comme ACPE France, une association qui travaille avec nous ça fait longtemps, quand on prend M. Castor Alex, quand on prend d'autres personnalités dans la communauté, Mme Saint-Ville, Esther, quand on prend Mackenzie Tout-Puissant, et même ici, comme vous l'avez vu, l'ambassade d'Haïti, des fois on dit qu'il y a une transigence, il y a vraiment une tension entre l'ambassade et la communauté, alors que pour nous autres c'est pas vrai, c'est parce qu'on cherche plutôt l'entente de ces entités pour faire en sorte que quand il y a quelque chose de bien
qui arrive qu'on parle de la communauté haïtienne de France. Et je remercie également, puisque les gens lancent des félicitations à mon endroit, ça me touche vraiment. Mais quand on parle d'aide d'Haïti, moi je dis, si on parle d'aide d'Haïti, on parle de la communauté haïtienne de France. Parce que c'est pas pour m'enorgueillir qu'on organise tout ça, c'est pas pour me mettre au plus haut niveau que les autres, mais c'est plutôt pour faire en sorte que quand on parle d'Haïtiens en France, quand on parle de la communauté haïtienne de France, mais qu'on voit qu'il n'y a pas seulement d'autres activités qui habituellement qu'on organise, mais on voit plutôt une communauté qui se cherche et à travers cette recherche, on essaie de se mettre ensemble pour au moins inventer d'autres choses qui pourront apporter pour cette communauté du fruit, du jus pour le partage, la réconciliation et en même temps trouver cette synergie pour qu'on puisse aller vers Haïti, apporter tout ça parce qu'en Haïti, on a grand besoin puisqu'on est tous éparpillés à travers le monde et je sais que c'est cette réunion, cette réunification qui va faire que nous retrouvions cette Haïti d'antan qui était la perle des Antilles, qu'on puisse recréer ce rêve, ce fantasme qui a fait d'Haïti ce qu'elle était avant. Merci beaucoup de votre coopération. Je ne vais pas vous retarder, je vais vous laisser parce que je sais que vous êtes très pris, très occupé. Merci beaucoup, on se voit tout à l'heure, M. Doun. Merci. Oui, venez vers moi. En fait, on va. Alors, j'ai avec moi M. Kechny, le président de Radio Akinoise. C'est un monsieur qui n'aime pas trop parler à la télévision. Il n'aime pas trop commenter. Alors, c'est un grand plaisir pour nous parce que vous êtes aussi un des patrons de ces grandes plateformes qui permet des gens d'être ici aujourd'hui. Je peux le dire parce qu'il n'y a pas beaucoup qui ont le courage de le faire. Eh bien, on voit comment les gens, ils sont là, ils sont contents, ils s'amusent. On voit c'est un peu grâce à vous qui fait partie de l'organisation. Comment vous ressentez tout ça? Bon, pour moi personnellement, m'a dit un grand bonsoir à tous les téléspectateurs de Clin d'œil TV, parce que nous sommes en direct depuis Bobigny, bien sûr, dans cet espace, parce que c'est là qu'on est, c'est là tout est en train de passer ce soir. Alors ça veut dire que pour moi personnellement, je fais partie de l'organisation. Et puis je suis très content, parce qu'il y a du monde, il y a des professionnels, il y a tout le monde qui est là. Mais comme demain, dimanche, alors il y aura une journée encore pour la fin, peut-être qu'il y aura encore plus du monde qui vont venir demain. Parce que comme le samedi, les gens, ils sortent du boulot, ils font des courses, ça veut dire que c'est pas tout le monde qui pouvait être là ce soir. Alors, je pense que demain, il y aura encore plus de gens qui vont venir parce qu'il y a beaucoup d'activités. Comme vous le constatez, il y a les expositions d'Esther et puis il y a Radio Akinoise qui est en direct. Et dans quelques minutes, je vais me mettre en direct, en live. Alors ça fait que je vous dis merci, Ven, mais je suis très content de votre présence. Et puis on va continuer ensemble pour faire le travail. Alors c'est pour ça que je t'ai dit merci pour ta présence et Clin d'œil TV, avec toute équipe staff de Clin d'œil TV. Je vous aime. D'accord, merci beaucoup, merci beaucoup. En fait, on va essayer d'avancer un peu plus vers quelques personnalités, pour juste avant qu'ils puissent partir et qu'ils puissent dire un petit mot. Un petit mot. Excusez-moi, on peut avoir 2 minutes d'interview. Voilà. Alors, bon, voilà. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Mackenzie. Alors, monsieur Mackenzie, vous avez fait des déplacements pour arriver ici à Paris, à Bobigny, pour suivre ce grand sommet. Alors, comment vous trouvez le déroulement? Bien, jusqu'à présent, je trouve que ça se déroule très bien. Il y a eu des contretemps, je pense, mais là, on y a remédié et je pense que le reste de la cérémonie va se dérouler très bien. Bon, une belle atmosphère entre compatriotes, on discute, on parle pays, on parle de problèmes sans doute, mais on cherche des solutions. Donc il y a de l'espoir. Alors, pourquoi vous êtes venu à ce sommet? Bon, moi-même, je participe ordinairement à tout ce qui est haïtien, parce que dès qu'on parle Haïti, eh bien, je suis partant, parce que je porte au fond de moi l'espoir d'un changement
et au niveau structurel, au niveau social, au niveau politique de ce pays. Donc, je participe toujours à des débats, à des discussions autour de ce qui est développement et d'Haïti. Moi-même déjà, j'ai des engagements sociaux au niveau du pays. Eh bien voilà, donc je participe à tout ce qui se fait pour les questions d'Haïti. Nous énumérer quels sont vos engagements à travers Haïti et pour nos téléspectateurs. À la base, je suis prêtre. Ma mission est censée être une mission évangélisatrice, mais on ne va pas se voiler le visage sur les problèmes qui existent dans ce pays. Même si on est prêtre, même si on est pasteur, on est obligé d'être engagé socialement. Je suis aussi enseignant et actuellement je travaille ma thèse dans les sciences de l'éducation et j'espère bientôt revenir au pays pour continuer à militer, voilà, dans le sens de l'éducation et la promotion de la jeunesse en particulier. Je tiens à vous remercier beaucoup. Et puis, est-ce que vous serez là demain? J'espère bien, si j'ai le temps. Si j'ai le temps, j'espère bien venir. Merci. Merci beaucoup de votre coopération. Merci. Oui. Alors, il nous reste encore quelques minutes. Monsieur... Le secrétaire général de l'association. Alors, le secrétaire général de l'association... Comment? J'ai avec moi M. Crisnel, secrétaire adjoint de l'association. Alors, comment vous sentez le fait de permettre que la réalisation de cette grande journée? En fait, c'est une très bonne chose parce que nous avons beaucoup discuté pour l'avenir d'Haïti dans le futur et nous avons aussi pas mal d'intervenants qui étaient avec nous. Donc, c'est vraiment une très bonne journée. Et ce que je souhaite pour Haïti, c'est l'avancement. Nous voulons aussi l'unité entre les Haïtiens. C'est pour ça que nous sommes ici cet après-midi. D'accord. On voit comment que les Haïtiens sont là, ils sont contents. Les personnalités, on a vu, et les politiques, ils sont venus, députés, sénateurs, ambassadeurs, ils sont tous là. Voilà. Alors, on voit que le peuple aussi, il y avait un débat, vraiment un débat. Et puis les artistes qui étaient là, qui seront là jusqu'à 1h du matin, on voit tout ça. On sait que c'était pas facile. Comment votre association, on va dire le groupe, comment vous avez pu faire pour permettre tous ces gens de travailler? D'abord, je vais dire, ils sont tous fiers d'être haïtiens. C'est pour ça qu'ils sont ici. Nous, au niveau de l'association l'UDH, c'est ce que nous comptons faire. Nous voulons rassembler toutes les autres associations à travers les autres pays pour former une très grande force, pour faire quelque chose de meilleur en Haïti. Merci. C'est très bien. Merci beaucoup. Je ne vais pas vous retarder. Et puis, merci de votre coopération. Oui, en fait, on est toujours en direct sur Clin d'œil Télévision. Alors, j'ai avec moi M. Géraldine, qui est entrepreneur haïtien en France. Bonsoir. Bonsoir. C'est un plaisir pour nous. Moi également. De participer à ce deuxième sommet haïtien en France. Comment vous ressentez ça? C'est avec un réel plaisir que moi là. Moi, je viens participer à le deuxième sommet des entrepreneurs haïtiens. Et moi, qui ambiance jusqu'à maintenant, bon, tout va bien, on attend 2-3 mois et puis on après ça cap fait. On voit comment les personnalités importantes comme les hommes politiques, ambassadeurs, les sénateurs, les députés, ils ont fait les dépassements. Ils ont participé à un débat pour dire les vraies solutions qui pourraient arranger ou solutionner les trucs en Haïti. Comment vous ressentez tout ça? Bon, moi je crois que c'est déjà un pas, mais en pile travail était pour faire toujours parce que Jean que député a dit tout à l'heure, lui même pour compte pas, il va pas faire bagaille bouger. C'est nous tous ensemble qui vous mettez tête nous ensemble et puis de concert avec l'État haïtien et puis pour nous faire bagaille avancer. Pour diaspora haïtienne qui vivent quel que soit n'importe où dans le monde pour nous faire bagaille avancer. On voit tout ça, comme vous venez de dire, bagaille avancer. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a beaucoup d'efforts pour que les choses avancent, pour que les choses changent vraiment? Tout à fait. Il faut qu'il y ait pile travail qui peut faire de bon côté par nous et de bon côté gouvernement pour que nous fassions bagaille avancer les gens que me disent là. Merci beaucoup. Je vous dis à très bientôt. À très bientôt. Merci. Au revoir.
En fait, notre débat continue. Et puis on va voir vers Madame Sandra. Sandra, on peut avoir 2 minutes. On va attendre quelques instants et Madame Sandra qui pourra nous parler et puis nous dire comment se passent les choses. Ah, justement. Alors. Bon. Alors. Oui, on peut juste rappelez-moi ce que vous faites. Alors, je suis Félix Natacha, chef d'entreprise de Félix Partenaires. Donc l'objectif de Félix Partenaires, c'est d'accompagner les porteurs de projets, d'accompagner les entreprises au niveau tout ce qui est de la gestion administrative, donc le recrutement. Donc je recrute des secrétaires pour les entreprises. Aussi je fais de l'externalisation administrative pour les particuliers aussi. Donc les hommes et les femmes, les couples qui travaillent ou les deux ils travaillent. Donc du coup qui n'ont pas le temps de faire leurs démarches administratives, d'aller aux impôts, d'aller à la CAF ou d'écrire leur courrier, de répondre. Donc Félix Partenaires recrute des personnes pour ces familles-là. Voilà. Alors dites-moi, comment vous avez trouvé le début de ce grand sommet diaspora haïtienne en France? Alors le sommet de la diaspora, c'est le 2e sommet européen de la diaspora haïtienne. Et le sujet de sommet, le but de ce sommet, c'est l'intégration des Haïtiens sur la terre d'accueil et en Haïti. Le sommet, comme on le sait bien sûr, c'est de mobiliser la nation, le peuple haïtien. C'est un combat, c'est pas facile, c'est un bon début et je sais que par la suite, on va réussir à atteindre l'objectif qui est de se rassembler. Voilà. On vient de participer à un grand débat, on a vu que les hommes politiques, ils ont répondu, le sénateur, l'ambassadeur, le député, ils étaient tous là, ils ont parlé, ils ont dit des choses qui pourraient changer Haïti. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Je pense que Rome ne s'est pas fait un jour. Je pense qu'on peut perdre une guerre, on peut perdre une bataille, mais pas une guerre. Moi, après tout ce qui a été dit, je crois qu'il y a des hauts et des bas partout, dans chaque pays. Dans chaque pays, on a tous nos défauts et nos qualités. Haïti, c'est un pays qui est pour moi extrêmement riche. Pour moi, Haïti, c'est un magnifique pays. Et après tout ce qu'ils ont dit, je crois qu'il y a du travail qui est en train d'être fait. Je crois que tant que le peuple haïtien ne va pas se mettre ensemble pour avancer, pour faire changer les choses, pour améliorer les choses, par contre rien ne se fera. Parce que c'est une nation qui fait un pays. Donc après tout ce qu'ils ont dit, c'est possible. Les hommes là, politiques, ils ont parlé, c'est possible. Mais il ne faut pas croire que ce sont les hommes politiques qui font bouger les choses. C'est nous. C'est un très grand message que vous venez de lancer, afin que les Haïtiens prennent conscience que c'est eux-mêmes qui doivent changer les choses. C'est pas les hommes politiques. Exactement. Parce que les hommes politiques, c'est quoi? Un homme politique, c'est nous qui l'avons choisi pour nous représenter, nous les Haïtiens. L'homme politique nous représente, l'homme politique parle pour nous. L'homme politique, c'est notre voix. Donc si nous n'agissons pas, si nous nous mettons pas debout pour dire on est ensemble, s'il y a des choses qui sont faites au niveau de la politique que nous ne sommes pas d'accord, il ne faut pas oublier que nous sommes une république démocratique, donc nous avons nos voix. Certes, je ne dis pas qu'il faut aller faire de révolution, se rebeller, mais il y a une manière de faire les choses, il y a une manière de s'exprimer, il y a une manière de dire au gouvernement que nous ne sommes pas d'accord avec ce qui se passe. Nous avons une manière de dire au gouvernement que c'est notre terre également et qu'il est notre représentant et qu'il est temps que les choses changent et qu'on est fatigué de manger cette malbouffe qu'ils sont en train de nous servir. Et tant que vous travaillez en France, on peut dire vous investissez en France. Comment vous sentez le climat comme investisseur en France? Alors le climat en France n'est pas aussi facile comme on peut le croire ou comme on peut le dire. C'est comme je le disais, c'est comme tout pays, voilà, qui a ses failles. Donc au niveau de la France, l'administration, c'est pas facile, tout est papier. Le climat est agréable et difficile. On se bat. Dans chaque chose, il faut se battre. Donc investir en France, c'est mon choix. Et la France qui est ma terre d'accueil, la France qui m'a accueilli, qui m'a permis d'avoir mes compétences. Donc c'est un très bon pays pour investir. Et le climat, il y a des hauts et des bas, comme partout. Voilà, je comprends votre psychologie sur toutes ces choses qui se passent, étant comme quelqu'un qui investit en France.
Alors je sais que c'est pas facile, et des fois c'est très difficile. Alors, est-ce que vous comptez retourner pour investir en Haïti? Oh, waouh! J'attendais cette question. Ben, écoutez, oui, je vais répondre directement. Je compte investir en Haïti. J'ai investi déjà en Haïti et je compte retourner en Haïti. Donc, j'invite tous les Haïtiens à investir dans leur pays parce que en France, j'investis. Et c'est grâce à nos investissements en France, c'est grâce aux Français que la France est comme ça. Parce qu'on investit, on crée des entreprises, ça crée de la richesse, ça augmente le pouvoir d'achat. Ce qui fait aussi, du coup, plus on crée des entreprises, plus on participe au niveau des impôts et plus on peut faire cette magnifique France. Donc en Haïti, c'est la même chose. Donc je compte partir en Haïti, dans mon pays natal, investir, mettre mes compétences à disposition des Haïtiens, mettre mes compétences en disposition de la terre. Ma mère, pour moi, ma première mère, c'est la terre d'Haïti, afin que le pays puisse se développer. Ben, c'est pas moi toute seule qui va faire changer les choses, bien sûr, mais si nous tous on fait ça, si tous les Haïtiens ils se disent il faut partir investir en Haïti, il faut pas avoir peur parce que rien n'est facile, je pense que là le pays peut vraiment, vraiment se développer. C'est bien ce que vous dites, je comprends tout ça, comment vous encouragez les gens à revenir en Haïti, mais parfois on se demande est-ce que les Haïtiens peuvent vraiment travailler ensemble? Est-ce que les Haïtiens peuvent vraiment travailler ensemble? C'est difficile. Sincèrement, c'est très très difficile, mais c'est pas impossible. Les autres, je ne les présente pas, ils ne sont pas là, et Valérie a déjà fait son speech, donc une fois encore, on applaudit Valérie qui devrait être aussi là comme événement. Donc merci Valérie d'avoir accepté d'être ici avec nous, ici à Paris. Peut-être toi, je vais passer par là à monsieur, parce que c'est eux qui ont dit nous. Et votre mesdames, même. C'est pas possible. Ah. Non, ça ne doit pas se faire. Vous ne pouvez pas faire le sommet européen de la diaspora haïtienne. Vous êtes 6 hommes là, il y a une femme qui passe le micro. Ça doit se prévoir. Je ne vais pas remplir Michel. Je suis d'accord avec la protestation, mais c'est une fausse protestation. Non, ce n'est pas une faute. On en parlera après. Les femmes sont là, comme les hommes. Non, s'il vous plaît. Madame, nous sommes dans le pays des hommes. Les droits de la femme. Justement, c'est pour ça, moi, je vous invite à nous joindre pour. Nous nous excusons auprès de la gente féminine. Absolument. Vous vous excusez, d'accord. Je ne veux pas les excuses, mais allez-y. Ah, d'accord. Mais ne battez pas. Mais je ne veux pas m'asseoir. Je sais, je vous comprends. Cette offense, moi-même, je suis complètement blessé. Non. Absolument. Ne vous inquiétez pas. La prochaine fois, je crois qu'il y aura une équité parmi les intervenants. Mais si la démocratie haïtienne s'accompagne aussi d'une émergence de nouveaux rentiers, c'est-à-dire des gens qui accèdent à la politique mais pour s'enrichir, pour piller les caisses de l'État et pour avoir un comportement moins vertueux, contrairement à ce qu'on attend d'eux. Donc, ma réflexion, c'était de vous demander, au fait, le projet d'intégration politique de la diaspora en Haïti doit s'inscrire dans un projet, dans une vision, une stratégie collective pour reprendre l'expression d'Achille Bembé, pour concevoir un autre monde en commun. Merci, M. Jacques Nézy, Dr. Jacques Nézy. Monsieur, n'oubliez pas, il y a chacun qui doit performer, encore une fois de plus, l'assistant va repartir. Soyez synthétisés. Je vous attends. Alors, monsieur. Je vais vous dire que moi, ce que je pense, c'est que la diaspora peut intégrer la société haïtienne, et comme je l'ai dit tantôt, on ne peut pas attendre. On commence là où on peut avoir le succès, et ensuite la politique peut suivre. Hein, parce que si on prend cet exemple, si on donne des exemples probants, on peut faire une différence. Oui, on va faire de la politique, mais on va se concentrer sur la technologie, on va se concentrer sur l'éducation. Avec ces deux atouts-là, on peut aller très loin.
Bien après, merci beaucoup. Et voilà un homme de synthèse. Vous voyez, un homme de synthèse qui a expliqué son temps donné. Nous remercions les intervenants. Non, je ne vais pas vous renommer. Le sommet de la diaspora européenne haïtienne en France, sur les deux langues français et créole. Donc, pour faire plaisir, bon, c'est héritage, non? Et que nous avons Radio Aquinoise, médias télé qui ensemble avec nous, ont supporté le sujet-là. Et M. Badou Numa, qui est venu, qui partage un pile de blagues avec nous, et puis l'association nous connaît encore. Bon, par conséquent. Et je voulais féliciter Valérie Numa pour ce travail qu'il a fait et d'autres projets qu'il a. Bon, je crois qu'il n'en a pas fini encore, parce qu'il a une tête grosse comme ça, et puis voilà. Bien, je vous remercie beaucoup, et puis j'espère que vous allez... Venez, on va venir par là, comme ça qu'on puisse voir l'arrière-plan, qu'il y a du monde derrière. Il faut qu'on voit bien qu'il y a du monde derrière, hein. Soulève la caméra, voilà, comme ça, ok? Alors, c'est bon, t'as mis l'enregistrement? Ok. En fait, j'ai avec moi Monsieur Boy, ex-Bébé Musique, qui est là, qui a fait le déplacement. Et tout le monde demande où est-ce qu'il est passé. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Venn. Alors, comment ça va? Eh bien, bien, famille bien, tout le monde bien. Et puis, je dis, pour moi, c'est tout un réel plaisir pour le rencontre, parce que la communauté, ça fait quelque temps, ça n'a pas bougé. Et puis, je suis vraiment très, très, très content d'être là avec vous aujourd'hui. C'est très bien. Je rappelle pour nos spectateurs, Monsieur Bébé Music Boy, c'est un investisseur dans la communauté haïtienne en France. Hein. C'est un monsieur qui paye ses charges, tout ça, qui fait des magasins, qui emploie des gens. Hein. Il avait créé un magasin vendeur de disques pendant plusieurs années, il fait venir des artistes des États-Unis, en Haïti, partout, pour organiser des grandes soirées, louer des grandes salles. Je vous rappelle de tout ça. C'est un investisseur. C'est un grand monsieur. Alors, comment vous trouvez la rencontre, le début de ce sommet aujourd'hui ici? Bon, comme je viens d'arriver dans cette salle, je n'ai pas encore normalement rencontré tout le monde. Bon, je ne sais pas vraiment si tout le monde est au rendez-vous, mais pour moi, c'était tellement important ce sommet, cette date-là aujourd'hui, le 3 juin, pour les rencontres, parce qu'on a besoin de ça de la communauté. Et je pense qu'aussi c'est un mouvement qui doit quand même renforcer les liens qu'on a en tant que diaspora, en tant qu'Haïtiens qui vivant à l'étranger. Je pense que normalement c'est très demandé de la communauté, et j'espère que cette année c'est pour la deuxième fois, et pour la deuxième fois ça sera encore mieux, parce que je pense que les gens vont travailler pour la réalisation soit encore meilleure. Voilà. Donc, mais je pense qu'aujourd'hui, on va satisfaire, tout le monde va normalement satisfaire par rapport aux présences des gens, tous les gens qui sont là. Bon. Et voilà, on va voir comment... Je ne vais pas vous retarder, monsieur, je sais que vous êtes très pris. Et puis, est-ce que vous pouvez nous rappeler qu'est-ce que vous faites en Haïti actuellement? Quel rôle vous jouez? Parce que je sais que vous étiez parti pour poser votre candidature en Haïti. Alors, résumez pour nous quelques secondes, vite fait. Bon, c'est vrai, je suis parti en Haïti normalement pour voir comment est la situation il y a quelques années. Et bon, normalement, je n'étais pas du tout satisfait de la situation et comment ça se passe. Et donc là, moi, je travaille avec un groupe qui s'appelle MHCN, et Mouvement des Haïtiens pour une conscience nationale. Donc on essaie vraiment de réunir, de rassembler un maximum de personnes pour conscientiser un maximum de personnes et pour pouvoir vraiment, comment dirais-je, arriver avec un projet assez solide. Cela veut dire une autre alternative politique pour proposer au peuple haïtien. Et on trouve que ce qu'on a aujourd'hui comme politique, comme qualité, donc les peuples haïtiens, on n'est pas satisfait du tout. Et je pense que le peuple aussi n'est pas à l'abri de ce mouvement politique qui est très très mauvaise. Elle a une politique traditionnelle. Donc je pense qu'aujourd'hui, nous, MHCN, Mouvement des Haïtiens pour une conscience nationale, on travaille avec tout le monde, on travaille avec tous les Haïtiens dans tous les coins, Haïti ou en Europe ou en Amérique. Donc pour pouvoir vraiment apporter quelque chose qui a du solide pour les Haïtiens et politiquement. D'accord. Merci beaucoup, je ne vais pas vous retarder. Merci beaucoup pour votre coopération, M. Boy. Et merci, M. Venn. Oui. Merci. Félicitations, contre vous en pile. Merci.
Pour moi, le sommet de la diaspora haïtienne est totalement réussi. Par contre, au niveau de l'organisation, il faudrait penser la prochaine fois très spectaculairement, ça il en manquait, et aussi on est à l'ère on est à l'ère numérique. Il faudrait voir au niveau de numérisation, car les Haïtiens ont fait des déplacements, mais ils n'ont pas été captivés par tout, sauf l'endroit qui était super. Alors il faudra que l'organisation pense à ramener du public, du beau monde, et comme il n'y avait pas d'étrangers, psychologiquement parlant. J'espère que vous m'avez compris, mais sinon c'était très réussi.